Retour. Nous traversons la ville endormie au son léger des dynamos. Les mollets fermes de Lila nous entraînent dans les rues sur un rythme plutôt soutenu. Je laisse vagabonder mon esprit et nous sortons bientôt de la ville qui garde jalousement ses lumières. La nuit nous enveloppe peu à peu, faiblement rehaussée de pâleur lunaire. Lila ne peut compter que sur sa lampe de proue. Habituée à voyager entre deux eaux, elle a muni son vélo d'un gros phare, alimenté par la dynamo, alimenté elle-même par les mollets, alimenté à leur tour par l'oxygène qu'elle engouffre à chaque coup de pédale. J'entends d'ici sa respiration régulière. Vous est-il déjà arrivé de soupeser un fauteuil roulant? Avez-vous déjà porté un miloche dans les bras? Superposez l'un à l'autre, accrochez cela à une bicyclette, je vous mets au défi de faire 1 kilomètre. Et pourtant, cette fille-là mène un train à couper le souffle. Sans aucun doute la réincarnation d'une ancienne championne cycliste, en tout cas, une force de la nature. Je ne traîne, moi, qu'un sentiment de culpabilité, moins douloureux pour les jambes. Je me fais l'effet d'un roi dans sa chaise à porteur, considérant d'un œil méprisant la populace, tandis que le petit personnel œuvre à sa locomotion. Comme j'aime voir le bon côté des choses, je me débarrasse de ma culpabilité dans un fossé herbeux du bas-côté et je joue en solo, prenant des poses royales. Je me cale bien dans mon fauteuil, tête haute, chorégraphiant quelques généreux saluts à l'attention de la foule. Magnanime, je couve d'un regard paternel et condescendant la masse populaire, pas très instruite, un peu fruste, mais tellement à l'écoute de son roi chéri. Petit hochement de menton à l'attention de quelques jouvencelles à haut chapeau qui, flattés du signe royal inespéré, baissent les yeux en rougissant. Main droite sur main gauche, je transforme l'anse de mon panier en un pommeau de bois précieux ouvragé, terminant en bâton luxueux. Et je lève le nez, prenant un air d'importance. Je devine quelques sangliers, accompagnés de 2 ou 3 lapins au garde-à-vous, derrière les fourrés, humbles et reconnaissants. Les minutes s'égrènent, je pense au temps qui passe, au roi mort, aux reines de poussière, aux manants disparus et à nous autres de passage, à la vie. Ils ont joué aux vivants, je joue et ils joueront. Toujours royal, je constate que nous avons attaqué la côte dite des Deux Meuniers, un long faux plat de plusieurs kilomètres. L'attelage a quelque peu ralenti, cependant que le halètement de Lila se fait de plus en plus fort. Mon sentiment de culpabilité, se relevant étourdi du fossé, a profité de cette légère baisse de régime pour me rattraper, décidé à ne plus me quitter. Plein d'empathie, je commence alors à souffrir à la place de ma guide. Lila doit ralentir encore, ou se ménager une pause, respirer calmement pour reposer son cœur, mais non. Elle semble têtue, la bougresse, car la voilà debout sur les pédales, bien décidée, dirait-on, à ne pas s'arrêter en pleine côte. Elle s'est lancé un défi, c'est certain, celui de ne pas poser pied à terre avant d'être arrivée là-haut. Mais la ligne droite n'en finit jamais. J'en sais quelque chose, et je confesse ici que je la redoute quand je rentre de chez Aimée. Une de ces portions de route vides de courbes, dont la rectitude sans fin provoque un sourd ennui chez le cycliste dénué d'imagination, et qui, pour corser le tableau, s'amuse à adopter une pente ascendante pernicieuse, montant lentement mais durement, histoire de vous saccager les mollets à petits coups, l'air de ne pas y toucher. Quand un léger vent, tout aussi sournois, vient apporter son grain de sel comme ce soir, il vaut mieux diriger son esprit vers son monde intérieur pour basculer en mode automatique. Il est des pentes que l'on ne voudrait prendre que dans un seul sens, mais la vie n'est pas faite que d'aller. Le rythme imprimé par Lila décroît encore sensiblement, donnant à la fin de la côte des petits airs de tortionnaire. D'autant plus que la déclivité s'accentue encore de quelques degrés dans les 500 derniers mètres, comme pour vous achever. Je crie à Lila « Prenez une pause, Lila, nous continuerons plus tard !» Mais le vent s'est intensifié et emporte mes paroles vers la ville qui s'en moque. Notre attelage se trouve presque au point mort désormais, aussi je décide d'aider Lila en poussant de toutes mes forces sur les roues de mon fauteuil. Dès les premières poussées, la corde se détend quelque peu, incitant ma conductrice à tourner la tête vers l'arrière.
Son souffle ahannant se transforme en un rire de gorge dans lequel je reconnais un « Merci, Miloche !» qui me gonfle les biceps. J'actionne les roues avec davantage de vigueur. Main dans la main, si je puis dire, nous arrivons enfin au bout de la côte. Notre Tourmalet rien qu'à nous. Lila lève un bras, corps vrillé, championne. Mais ne s'arrête toujours pas. Elle semble être dotée d'un petit moteur à mouvement perpétuel dans la tête. Les jambes suivent. Nous voici donc, cheminant sur les modestes hauteurs locales, étrange attelage roulant à 2 yeux lumineux. Si la nuit n'était pas si épaisse, je décrirais avec force détail le vaste paysage que l'on peut embrasser du regard du haut de ce point de vue imprenable. À ce stade, je calcule que nous avons effectué environ la moitié du chemin, la suite du trajet jusqu'à chez moi n'étant constituée que de portions de route plates. Mais Lila est à bout, je le sens bien, la montée lui a coupé les jambes. Je vois son dos effectuer des mouvements de droite et de gauche, aidant le corps à peser de tout son poids sur des membres à l'agonie. Un zatopek du vélo, ma remorqueuse. Tout en elle se plie pour arriver au bout, mais ne rompt pas. L'effort est d'autant plus héroïque que sur le plateau où nous progressons désormais, le vent s'est encore intensifié. Il est des bourrasques qui nous obligent, elle et moi, à nous tasser sur nous-mêmes afin d'offrir moins de prise, nous évitant de basculer dans le bas-côté ou de faire du surplace. C'est presque à l'arrêt que nous approchons enfin de chez moi. Je hurle à Lila les dernières recommandations d'ordre géographique et nous atteignons le portillon de mon jardin. Je détache le nœud de marin qui n'a pas bronché, je vois d'ici le sourcil fier d'aimer, avant de rejoindre Lila. Méconnaissable, elle descend de vélo avec peine pour se retrouver sur des jambes vacillantes. Des yeux égarés, un visage pâle, une bouche à peine ouverte me susurre. « Tu aurais un verre d'eau, s'il te plaît ?»« Bien sûr, Lila, bien sûr. Vous avez été formidable. »« Merci. T'es un peu lourd, mine de rien. T'es un faux maigre, non ?» J'ouvre le portillon, la porte d'entrée, puis je rentre le premier, ne pouvant même pas sacrifier à la galanterie, encombré par ma chaise roulante. J'invite Lila à s'asseoir. Quand je reviens, un verre d'eau à la main, je la trouve affalée dans le fauteuil qui semble vouloir l'engloutir. Livide et consciencieuse, elle boit d'un trait le verre. Sans un mot, elle fait subir le même sort à un second et je retourne à la cuisine. Par empressement ou maladresse émotive, je laisse tomber le verre qui explose sur le carrelage. Craignant pour mes pneus, je ramasse gros et petits morceaux en un tas. La tâche est longue, fastidieuse. Quand je reviens auprès de Lila, un nouveau verre à la main, elle a profité de ce moment de solitude pour sombrer dans un coma profond. Je m'approche d'elle pour vérifier qu'elle ne vient pas de succomber à une crise cardiaque. Son souffle est long et régulier. Lila dort. Je lui saisirai bien le poignet pour contrôler si son cœur bat réellement, poserai avec joie mon oreille sur sa poitrine, passerai mes doigts sur ses lèvres histoire de m'assurer que la respiration se fait. Du bout de mon index tendu, j'effleure son épaule. Elle est bien réelle, oui. La langueur électrique diffuse dans mon doigt, mon poignet, mon bras, mon corps tout entier, et me confirme la présence de Lila dans mon fauteuil, là, à côté de moi, dans ma maison. Je ne sais pas quoi faire. Je pourrais continuer à la regarder quelques petites heures, nos 2 têtes penchées. Mais je redoute qu'elle soulève ses paupières, me découvrant alors en face d'elle, miroir débutant, la mine coupable et la nuque bloquée dans une position inconfortable. Je pourrais également aller retrouver mon lit douillet. Pourtant, il me faut attendre son réveil. Je ne voudrais pas qu'elle ouvre les yeux dans quelques minutes pour se retrouver seule dans une maison inconnue. Je lui paraîtrais avec raison bien incorrect, d'une ingratitude crasse. En désespoir de cause, je me prépare une infusion, après quoi j'ouvre mon roman. Je crois que je lis un peu. Lorsque je me réveille, ma tasse est toujours pleine, complètement froide, mon livre s'est fermé dans sa chute, attendant en désordre à mes pieds que je le ramasse. Lila est profondément endormie dans le fauteuil, recroquevillée sur elle-même. C'est vrai que la fraîcheur est tombée, il doit être bien tard dans la nuit. Je couvre le corps de la championne cycliste au repos d'un duvet bien épais, puis je l'observe un moment. Pas le duvet, je précise. Elle a bougé dans son sommeil, un sourire imperceptible s'est formé sur ses lèvres.
Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'elle a ouvert les yeux l'espace d'un très court instant. Ou peut-être ai-je voulu les voir, ce sourire et ce bref regard. Il faut se méfier des projections mentales. À regret, je force sur mes nerfs oculaires pour me détacher d'elle, griffonne un mot à son attention. Chère Lila, je vous laisse dormir, je vais moi aussi me coucher. J'espère que vous allez bien vous reposer de notre longue balade. Vous avez été formidable, une vraie championne. Je vous souhaite une jolie nuit. À demain, Miloche. Puis je relis encore pour voir si je ne suis pas trop brusque dans mes mots, si les phrases sont compréhensibles, si mon écriture est lisible, si le papier est propre, si j'écris assez gros, si... J'arrête mes si quand deux paupières dégringolent sur mes pupilles. Mon lit, qui n'attendait que moi, soupire d'aise à mon contact, m'enveloppant de ses draps pleins de brume. Quelqu'un dans ma maison. Le coq me réveille trop tôt. J'ai oublié d'enfoncer mes bouchons de cire dans mes oreilles. Qu'importe. Un grand soleil a percé des trous dans mes volets de bois pour projeter ses traits lumineux dans la chambre. Entre mon pouce et mon index, je m'amuse à en pincer quelques-uns, puis je m'étire au son des cordes de lumière qui sonnent. Comme à son habitude, mon corps vient aussitôt me donner des nouvelles, me signifiant aujourd'hui que j'ai toujours la jambe cassée. Me levant sur mes béquilles, le regard en bataille et la tignasse à l'unisson, je bâille bruyamment. Je me fige dans cette ouverture buccale béante, ouvrant un œil avec surprise. Une odeur de pain grillé, une salivation de cafetière. Lila. Tsunami dans ma poitrine, plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire des organes, alerte rouge suite à un fort phénomène anxieux. Avant de sortir de la chambre, tout en essayant de faire chuter mon rythme cardiaque à des valeurs acceptables par la médecine, je procède à une inspection sévère. Je mets en premier lieu un soupçon d'ordre dans mes cheveux. Ils paraissent avoir lutté toute la nuit. Je tire un peu sur mon visage pour le défroisser, me dégourdis la bouche. Je suce même par coquetterie un petit bonbon à la menthe qui traîne sur ma table de nuit. Mon pyjama à rayures me semble correct, un peu vieillot peut-être. Mes chaussons, eux, sont à l'agonie. Ils semblent me supplier de les laisser prendre un repos éternel bien mérité. Il est de toute évidence trop tard pour mourir dans la dignité, paraissent-ils se plaindre. Je les observe avec compassion, tête pendante et solidaire, mais comme je déteste avoir froid aux pieds, je reste sourd à leurs supplications. Récapitulons. Quelqu'un a dormi chez moi cette nuit, pour la première fois. Mais que pouvais-je faire? Je n'allais pas secouer Lila en hurlant « Allez, oust, vous m'avez ramené, c'est bien, mais maintenant vous partez. Vous dormirez chez vous. Je n'accepte personne chez moi, vous m'entendez? Personne !» Il ne faut pas confondre amour profond de la solitude et incorrection. Je prends une belle inspiration mentholée avant de pousser la porte. J'essaie de reproduire la tête de l'homme habitué à recevoir du monde, tentant d'adopter un air détaché, petit sourire en coin, et je crois que mon entreprise aboutit à quelque chose de bizarre, somme d'hésitations faciales mélangées en un patchwork douteux. Conscient du fait, je reprends le visage de Miloche, le seul que je sois capable de me composer à peu près pour tout dire. Quand j'arrive dans la cuisine, je trouve 2 bols sur la table, quelques volutes de café brûlant en arrière-plan, mais pas de Lila. Après quelques tours de béquille sur moi-même, je l'aperçois sous le figuier. Je sors. « Bonjour Lila. »« Ah, bonjour Miloche, » me dit-elle en sourire. « Tu ne m'en veux pas, j'espère. Je suis en train d'écrire quelques mots sur les grandes feuilles de ton figuier. C'est très confortable, très large une feuille de figuier. En plus, j'adore le bruit du stylo sur la surface rugueuse. »« Ah, je n'ai jamais essayé. Continuez donc, je vais boire le café. »« Attends-moi, j'ai fini. » Lila rebouche son stylo, cueille une poignée de figues mûres à point avant de me rejoindre. « C'est joli chez toi. Tu me feras visiter? »« Oui, bien sûr. Vous avez bien dormi? »« Comme une masse. Le coq des voisins m'a réveillé un peu tôt peut-être. En plus, il a insisté, le cochon. Alors j'ai fait ce qu'il voulait, après avoir rêvé de l'étrangler. « C'est Gérardo. C'est mon coq, à moi. Ou plutôt celui de mes poules. Je vous le présenterai tout à l'heure. »« D'accord. Je lui dirai 2 mots. » Nous passons tous les deux à table. La pièce est baignée de soleil.
La fraîcheur de lilas fait pâlir de jalousie la rosée matinale qui s'évapore en râlant. Elle s'agite, parle beaucoup, mange sans s'arrêter, tandis que je cherche toute l'énergie qui est en moi et ailleurs pour me réveiller et tenter de donner le change. En attendant, je suis au spectacle. Tu manges pas, Little Nemo? Pourquoi vous m'appelez comme ça? Avec ton pyjama, tes cheveux en pétard, tu me fais penser à la bande dessinée. Tu sais, ce garçon qui arrête pas de rêver. Ah? Lila, tout en mangeant, balaie la pièce du regard. T'as l'air spartiate chez toi. Merci. C'est que je n'aime pas trop m'encombrer. L'abondance d'objets me perturbe, c'est ça. J'ai besoin d'avoir une maison vide pour pouvoir réfléchir. Réfléchir à quoi? Eh bien, réfléchir, tout court. Ouais, je comprends, je comprends. En tout cas, on peut pas dire que tu sois porté sur la déco. À part les marbres, bien sûr. Donc, toutes les sculptures qui sont là, c'est toi qui les as faites. Oui, j'en ai encore quelques-unes dans l'atelier. C'est joli, j'aime bien. Lila jette un coup d'œil sinusoïdal sur les sculptures posées sur les meubles, dans les étagères, à terre. Elle conclut son observation attentive par « Impressionnant. Et tu n'as jamais fait une forme qui ressemble à... te vexe pas, hein? Qui ressemble à quelque chose? Vous savez, ces marbres ressemblent beaucoup à ce que j'ai dans la tête. On appelle ça de la taille directe, c'est-à-dire que je pars à l'aventure dans mon bloc avec un embryon d'idée sans esquisse préalable. Il se trouve que le bébé se développe toujours plus ou moins de la même façon, et puis je ne me pose pas trop de questions là-dessus. Ça sort comme ça. Non, t'as raison. Je disais ça comme ça. Mais je trouve ça très beau. Ça te ressemble. Ah bon? Merci. Bon, tu me fais visiter? Me lance Lila en se levant. J'ai bu à peine 2 gorgées de café. Je n'ai encore rien mangé, pendant que mon invité a englouti, bu et parlé comme 4. Le temps a quelque chose d'injuste. N'ayant jamais fait visiter ma maison qu'à Lolek et Danka, il y a déjà plusieurs années, j'ignore le mode opératoire. Je commence par l'intérieur, en détaillant toutes les pièces. Lila s'étonne de trouver une deuxième chambre, me demande si je reçois parfois du monde. Je réponds un peu à côté, car je voudrais qu'elle croie à la possibilité de l'existence d'une certaine vie sociale chez moi. La solitude, ça effraie les gens. Ils ont l'impression que vous avez quelque chose à cacher, une perversion abominable, un narcissisme exacerbé qui exclurait la présence médiocre, par définition, de l'autre, ou encore une tare inavouable. D'habitude, ce regard posé sur ma personne m'arrange plus qu'autre chose, mais pas là. Puis je l'emmène dans l'atelier. Elle est impressionnée par la quantité de sculptures disposées sur les étagères. « C'est super, Miloche! T'en as fait des centaines !» Je n'ai jamais compté. J'en ai fait d'autres que vous avez vues chez Aimé. J'en ai aussi chez des amis et... Je ne veux pas lui dire que j'en ai aussi dans la terre sous mes courgettes. Pour qui me prendrait-elle? Je rajoute donc... Et c'est tout. Tu leur as toutes donné un nom? Non, à aucune. Il n'y a pas de raison pour le faire, alors je ne l'ai pas fait, je ne veux pas m'encombrer l'esprit pour rien. Je les appelle toutes des formes. Moi, je persiste à dire qu'on dirait des nuages. Ils viennent d'où, ces marbres? De la carrière, pas très loin de la colline du Chat. Il y a des marbres verts, des rouges, des gris, des oranges, et encore d'autres couleurs. T'as aucun marbre tout noir ou tout blanc? Il n'y en a pas à la carrière. Tu veux pas aller en visiter une autre? Impossible. En vélo, c'est trop loin pour faire le chemin avec les blocs. Tu sais qu'il existe depuis une centaine d'années des voitures automobiles? Automobiles. Appareils qui se meuvent d'eux-mêmes. Tu mets de l'essence, tu appuies sur l'accélérateur et... Ne vous moquez pas, Lila. Je n'ai pas le permis. Moi non plus, tu le sais, je te charrie. Tu connais personne qui a une voiture? Si, mais je ne veux pas embêter les gens. Ouais, ok. Je peux toucher tes sculptures? Ah oui, avec plaisir, allez-y. Miloche, je peux te demander un truc? Mais je vous en prie, Lila. Tu peux me tutoyer, s'il te plaît? J'ai l'impression d'être une grand-mère. Ah oui, si vous voulez, je vais essayer. Sur ces entrefaites, Lila se met à toucher les marbres. Je ne saurais dire l'effet que ça me produit. Si une sculpture s'apprécie avec les yeux, elle révèle toutes ses qualités, tous ses défauts aussi. Lors de la caresse, Lila l'a compris d'instinct. J'apprécie beaucoup
quand on regarde mon travail sans faire semblant. En plus, j'ai l'impression qu'il prend une importance nouvelle sous la caresse de ses doigts. Je me pose une question, lui dis-je. C'est un véritable dilemme pour moi. Quand je touche un marbre juste avant l'étape de polissage, il est doux, presque soyeux. Il communique beaucoup de chaleur à la main. Cependant, la couleur n'est pas entièrement révélée, elle est encore à l'intérieur. Le polissage lui donne sa belle teinte, il exalte la luminosité. Mais après cette étape, la main passe moins naturellement sur le marbre, elle fait comme un effet ventouse. Le toucher est comme interrompu, comme syncopé à chaque caresse, par la surface lisse qui retient les doigts avant de les lâcher d'un coup. Je n'ai pas encore réussi à concilier les deux, et je me pose la question à chaque fois pour chaque nouvelle forme. Dois-je faire plaisir aux yeux ou à la main? C'est normal que je comprenne pas ce que tu me dis. Il faut toucher pour comprendre. Tenez, cette forme-là et celle-là là-bas par exemple. Lila caresse, regarde, fait l'aller-retour entre les deux sculptures, un petit marbre gris pas tout à fait poli et un rouge, brillant comme une carrosserie neuve. T'as raison, me dit-elle. T'as raison, je saisis mieux. Il est très doux ce marbre gris, comme si on l'avait passé au talc. Tu sais à quoi il me fait penser? À des fesses de bébé. Et c'est vrai que le rouge tout poli, il en jette. Mais il perd beaucoup de son charme dès qu'on le caresse. Un bling-bling, quoi. Moi, je préfère les discrets, ceux qui n'ont pas l'air. Alors, personnellement, j'aurais une préférence pour le non poli, le gris, là. Lila, m'ayant fait part de sa réflexion, change d'idée, tournant sur elle-même. Il est beau ton atelier. Bon, quelque chose me dit qu'il va prendre un peu la poussière ces prochaines semaines, et pas celle du marbre. J'espère bien que non. J'ai dessiné des plans. Je vais me fabriquer une chaise haute pour pouvoir travailler assis à hauteur du bloc, et même un palan pour porter les pierres. Tu vas vraiment t'embêter à faire ça? Là-dessus, je vois Lila se saisir du bloc de marbre rouge que j'ai à peine dégrossi, et le soulever à bras-le-corps. Attention, lui dis-je, c'est très lourd, ça peut faire très mal au dos. Eh, Mimi, tu me prends pour une fillette ou quoi? Je suis pas en sucre, j'ai été élevée à la campagne. Bon, je sais que j'ai pas le physique de la campagnarde type, mais je cache bien mon jeu. Elle repose lourdement le marbre sur l'établi et poursuit en s'époussetant. Va pas perdre de temps à te fabriquer des machines à la Léonard. Quand t'as besoin, je passe chez toi, je transporte ton bout de marbre, tu m'offres un café, on discute un peu et je m'en vais. La chaise haute, je t'aiderai à la fabriquer si tu veux. J'aime bien travailler le bois. Je ne sais pas quoi dire, lui dis-je, ne sachant pas quoi dire. Bon, ben c'est d'accord alors. Tu me fais voir le reste? J'adore visiter les maisons. Oui, bien sûr. Je change juste de monture, c'est fatigant les béquilles, dis-je en prenant place dans mon fauteuil. J'ai appris dans mes livres que les femmes aiment parcourir les intérieurs. Cela se confirme. Peut-être une sorte de gène en plus donnée à la naissance. Me reviennent alors en tête des images de la première et dernière fois que j'ai fait une visite guidée des lieux que j'habite. Lolek, les mains dans le dos, avait eu l'air de subir un peu la chose. Posant les yeux un peu partout car il fallait bien, tournant la tête à la manière de mes poules, il tapait nerveusement du pied sans s'en apercevoir, trahissant son ennui. Danka, elle, avait tout observé avec curiosité et attention, m'avait posé des questions, fait des commentaires et manifesté beaucoup d'intérêt. Comme Lila. Pour l'instant, je n'ai donc pas d'exception à la règle. Il faut que je pense à consigner cette observation dans mon cahier. Le seul moment où Lolek avait écarquillé les yeux, ça avait été en rentrant dans mon hangar à vélo. Je constate la même réaction chez Lila, après que j'ai ouvert la porte coulissante en métal et fait la lumière à l'intérieur. Mais t'es vraiment malade, Miloche. C'est génial. C'est ça ton secret. Tu vends des vélos au noir? Ah non, pas question. Ni au noir, ni à personne. Ce sont mes vélos à moi. Eh mais t'es encore plus givré que ce que je pensais. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. T'es un véritable cyclo-artiste, Mimi. Lila se balade entre mes vélos, caressant le cuir des selles, tâtant les pneus, effleurant du doigt les vieux cadres, promenant la main sur le plastique des poignées, faisant tinter les différentes sonnettes. Puis, je vois une lumière de plus scintiller dans ses yeux. Elle teste encore le son de quelques carillons, l'esprit en point d'interrogation, puis se met à sauter de vélo en vélo en actionnant chaque timbre tour à tour. Et la mélodie fut
Lila est en train de composer une musiquette à partir des klaxons de mes vélos. Elle bouge son corps, place des silences, tape du pied, teinte, teinte. Le hangar s'emplit de cette musique avant de résonner du joli rire clair de Lila. Moi, je ris avec elle, transporté. T'as vu ça, Miloche? Et attention, j'improvise, me dit-elle en imitant Aimé. C'est très beau, Lila, ce que vous jouez. Merci. Comment on pourrait l'appeler, ma musique? Je ne sais pas, moi. On pourrait l'appeler symphonie cyclique? Ou non, attendez, encore mieux. 5e symphonie cyclique. Pas mal. C'est un peu court, peut-être. On pourrait rajouter Köchel 532. Ça fait sérieux, ça. 5e symphonie cyclique, Köchel 532. En ut majeur? Ah oui, c'est bon ça. 5e symphonie cyclique, Köchel 532 en ut majeur. Breveté, copyright et tout le tremblement. Bravo, bravo, lui dis-je à l'italienne. Tu sais combien t'en as? Bifurque Lila. Deux. Des vélos. Tu les as déjà comptés? Bien sûr, j'en ai 84. Pas un de plus, pas un de moins. Ah bon? Il y a une raison? Oui, c'est parce que je vais vivre jusqu'à 84 ans. Ah d'accord. No comment. On continue? Emprisonnant les dernières notes de musique égarées entre les murs, je ferme la porte du hangar qui geint un peu de dépit, avant de conduire Lila vers le jardin. Et maintenant, le potager. Il est beau ton jardin. Je me suis permis de le visiter tout à l'heure pendant que tu étais dans les bras de Morphée. Dis-moi, qui c'est qui a saccagé ce coin-là? Un sanglier? Ce n'est que moi, hier. J'ai fait ma première expérience de ramassage de légumes en fauteuil roulant en pleine nuit. J'ai besoin de me perfectionner. Peut-être en béquille ce serait plus commode. Il faut voir. Ouais, je crois que t'es dans la période d'adaptation, répond-elle en mettant un peu d'ordre dans les sillons à l'aide de la bêche posée là. Attention, c'est très salissant la terre. Je le sais que c'est salissant. Je te dis que j'ai été élevé à la campagne. J'adore faire le jardin. Par contre, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. T'as de superbes courgettes hors saison, t'as fait quoi? Des croisements, des sortes d'OGM super perfectionnés? Non, non, pas du tout, c'est comme ça. Ah, ok. T'as une sorte de jardin extraordinaire, quoi. T'as des canards qui parlent anglais aussi? Non. En revanche, j'ai des poules. On va les voir? Avec plaisir. J'en profiterai pour étrangler le coq tant que j'y suis. Nous contournons la maison pour pénétrer dans l'enclos. J'ai peur pour Gérardo. Je vous présente Roberta, Barbara, Priscilla, Christina et Florinda. Enchanté les poulettes, moi c'est Lila. Dis donc, tu leur as fait un enclos de toute beauté? Oui, je veux qu'elles soient bien chez moi. Ça vous dérangerait de regarder si elles ont pondu? Je suppose que tu dois aussi savoir faire ça. Bien sûr, je sais tout faire, Miloche. Mais fais attention, tu vas plus pouvoir te passer de moi. Au fait, je dois te féliciter. Pourquoi? Tu m'as tutoyé, Miloche. Tu m'as dit tu. Quel progrès! Sans transition, Lila soulève en experte chacune de mes poules pour récolter leurs œufs. Il y a tellement longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai l'impression d'avoir 10 ans, me confie-t-elle en posant sa collecte sur mes genoux. Ça te dérange si je nettoie un peu? Les poules adorent la propreté, et sans vouloir te vexer, c'est pas Jojo ici. Comme à son habitude, Lila opère sans attendre, me demandant de ne pas rester dans ses jambes. Il paraît que je suis un peu encombrant avec mon fauteuil. Je m'exécute, amusé de son ton, et je la regarde s'agiter. Quand elle sort du poulailler dégoulinante de sueur, elle s'éponge du poignet une mèche collée sur son front. Je peux me laver les mains? Dans la maison, Lila se débarbouille visage, bras et mains. Elle soupire gaiement. Ça fait du bien de se dépenser un peu. Merci, Lila. Nous nous regardons en silence, guère plus d'une seconde. Elle n'aime pas le vide, et comme je n'ai rien sous la langue pour le combler, elle s'en charge. Bon, je te laisse, Miloche. Si t'as besoin, tu m'appelles. Comment? Tu as le téléphone quand même. Non? Tu sais te servir d'une cabine téléphonique? Je n'aime pas trop. T'as des pigeons? Un arc avec des flèches auquel t'accroches des messages? Sinon, tu m'envoies une lettre. À peine une semaine plus tard, je suis chez toi. Bon, ton potager sera pourri, tes poules mortes, et toi tu seras écrasé par un bloc de marbre. Mais c'est du détail, ça.
Bon, je passerai un de ces jours, ok? D'accord. Là-dessus, Lila me pose un baiser sur la joue, me souhaitant une bonne journée. Déjà perchée sur son vélo, elle me salue d'une main tandis que l'autre fait tinter sa sonnette. J'ai la chance moi aussi de posséder mes deux mains, et si l'une répond un au revoir que Lila ne voit pas, l'autre est posée en dessous de mon œil gauche, près de l'oreille, emprisonnant son baiser contre ma joue, lui donnant de l'écho. Je ne sais pas de quoi j'ai l'air, mais qu'est-ce que c'est bon.